direct, en continu, et c'est là, en temps réel, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, la situation politique et sécuritaire dans l'Est du pays, toujours au rendez-vous. En parlant de la politique, vous le savez, il y a aussi les enjeux qui sont toujours aussi au rendez-vous en ce qui concerne mesdames et messieurs, tout ce qu'on peut parler, disons, la gestion du pays aujourd'hui, après la mise en place qu'on peut dire effective aujourd'hui dans les institutions, sauf que c'est le Sénat qui est toujours en attente avec les bureaux définitifs qui doit être élu. Nous sommes sur ces plateaux avec un cadre d'Eli d'EPS ici en province du Nord Kivu, en la personne d'Augustin Kapila, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Denis. Vous allez en forme? Ça va un peu bien. Un peu bien. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne marchait pas chez vous? Bon, un peu bien, compte tenu d'abord de cette situation sécuritaire au Nord Kivu, Oui. parce que nous qui sommes ici, c'est nous qui sommes victimes de tout ce qui se passe ici. Voilà, dire que ça va bien, ça serait peut-être euh, mettre peut-être tout le monde mal à l'aise. Il faut Mhm. dire que ça ne va pas bien, mais on est là. Mais comme vous dites, ça ne va pas. Quand il y a certaines voix qui s'élèvent pour euh, évoquer cette inefficacité, bon, c'est pas moi qui l'ai dit, pour évoquer cette inefficacité avec, bien sûr, l'armée sur toute le ligne des fronts, ça ne marchait pas. Kofi Olomide, comme vous le savez, c'est une affaire qui est aussi à la une. Augustin Kapila, les propos tenus par l'artiste, lui qui dit nous sommes tapés, on ne réagit pas. C'est difficile pour lui de dire que nous sommes en guerre parce que quand on est en guerre, on vous tape, vous réagissez aussi. Mais ce n'est pas le cas pour la République démocratique du Congo. Alors comment vous jugez d'abord ces propos parce que ça explique aussi ce que vous qualifiez aujourd'hui un ça ne va pas pour vous. Bon, il faut d'abord savoir que Kofi Olomide, c'est une grande star. C'est un leader d'opinion. C'est-à-dire que lorsqu'une star, lorsqu'un leader d'opinion comme Kofi Olomide prend la parole, et ça peut susciter de nombreuses réactions de partout parce que c'est un Congolais. Et cette situation que nous traversons, c'est une situation sensible. Nous sommes en pleine guerre. C'est vrai que tout le monde aujourd'hui est libre de mettre son opinion. On ne peut pas empêcher quelqu'un à pouvoir émettre ses opinions par rapport à cette guerre dont nous sommes victimes. Et la liberté d'expression est garantie par notre constitution, la loi fondamentale de la République. C'est tout Oui. à fait normal que toute personne aujourd'hui peut, n'est-ce pas, analyser et donner ses idées, ses opinions par rapport à la guerre dont nous sommes victimes. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette star connue partout dans le monde, c'est lorsqu'il a dit qu'il n'y a pas une guerre, alors que nous sommes en pleine guerre. Donc, je n'entre pas en profondeur dans ses propos. Mhm. Il est libre de faire ses analyses, mais qu'il sache que nous sommes en pleine guerre. Et bien que une guerre, ce n'est pas un match de football, c'est une guerre. Il y a les armes de part et d'autre, et les affrontements sont en train d'être Même si constatés par tout le nous monde, restons mais nous pensons que, dans la défensive, vous pouvez dire encore que ça reste une guerre. bon, On n'attaque pas. être dans la défensive ou pas, moi je ne suis pas militaire, je ne connais pas des tactiques de la guerre, mais nous laissons quand même ce travail à nos militaires. Nous avons des officiers qui connaissent bien les tactiques de guerre et ils sont en train de le faire. Je crois que les propos de Kofi, oui, ce sont des propos qui ont vexé peut-être beaucoup de Congolais qui n'ont pas été d'accord Mhm. avec lui, mais à mon humble avis, c'est son opinion. Il a la liberté de s'exprimer par rapport à cette guerre Mais c'est comme dont si, nous sommes en vous entendant victimes. parler, c'est comme si vous êtes soulagé de tout ce qui est fait sur les lignes de front, parce que vous dites, c'est bien que nous jouons à la défensive, ce sont des tactiques militaires, vous n'êtes pas expert en ça pour avoir une idée aussi Bien sûr. claire, mais Augustin Kapila, vous comme d'abord, avant d'être cadre de l'IDPS, vous êtes citoyen, vous vivez en province du Nord Kivu. J'espère que vous voulez à ce que la situation, la paix soit rétablie dans toutes ces parties aujourd'hui menacées par la présence de l'ennemi. Mais pourquoi ne pas demander aussi plus que ce qui est fait aujourd'hui sur les lignes de front? Entre autres, que les FARDC attaquent aussi comme elles subissent pardon, des attaques aussi de l'ennemi. Ah, bon, vous savez, c'est comme je l'ai dit là au début que c'est une guerre, ce n'est pas une blague. Oui. Ils sont en train de se battre sur les lignes de front.
Et dire que les FARDC n'attaquent pas, et je ne suis pas convaincu Mhm. par de tels propos, mais je sais que sur les lignes de front, les FARDC sont en train de se comporter bien, malgré ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. On peut dire, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, que l'armée rwandaise est en train de récupérer certaines localités, que l'armée est en train d'avancer, et les risques même de prendre tout le nord Kivu. C'est ce que les gens sont en train de dire. Et nous qui vivons à Goma, à un moment donné, nous avons aussi la peur au ventre. Oui. Parce que nous vivons cette guerre qui a aussi perduré. Et donc, nous osons croire que les FARDC tiendront et continuent à tenir. Parce que jusque-là, je peux dire que de part et d'autre, il y a des morts, Mhm. il y a des blessés, parce que c'est une guerre. Vous savez, on peut perdre une bataille, mais ce n'est pas dire qu'on a perdu déjà la guerre. Oui. La guerre peut être longue, vous pouvez perdre une bataille, mais l'espoir est toujours que la guerre est toujours là et que les FARDC pourront toujours prendre les Mais dessus. avec la réélection de Félix Tshisekedi en décembre dernier, vous le savez, c'est vrai, avec tous les propos qu'il a tenus pendant la campagne, tout le monde a crié plutôt en lui en disant oui, c'est l'homme qu'il faut pour nous ramener à cette paix. Mais voilà, aujourd'hui, ce sont des entités qui sont toujours récupérées par l'ennemi. Et nous, par contre, nous n'arrivons même pas à récupérer ne serait-ce une grande entité aujourd'hui. Je ne sais pas si est-ce aujourd'hui Félix Tshisekedi c'est l'homme qu'il faut pour résoudre définitivement cette situation, cette question aujourd'hui qui ne cesse d'enregistrer toujours des victimes côté congolais. Bon, le président Tshisekedi, bon, je ne suis pas ici pour faire son apologie ou faire les éloges Oui, au président de la République, parce que ici, c'est une question sensible, question de la guerre. oui, Et le chef de l'État congolais, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a la confiance de tous les peuples congolais. Surtout par rapport à cette guerre, la manière dont il gère cette guerre. Je ne suis pas ici pour comparer ceux qui l'ont succédé avant, mais je dis avec lui, quand même, nous sentons une pression par rapport à ce qui se passe, une pression qui vient de l'extérieur, parce que ce n'est pas les Rwandais qui nous fait la guerre seule. avec seulement des Ça, nous condamnations. sommes quand même sûrs, nous sommes conscients que cette Oui, guerre, ce n'est pas les Rwandais. C'est une guerre qui est vaste, une guerre des multinationales, une guerre de grandes puissances qui sont derrière les Rwandais. Et il faut d'abord féliciter nos forces armées parce qu'ils tiennent non seulement devant l'armée rwandaise, mais aussi devant les armées de plusieurs puissances du monde. Parce qu'aujourd'hui, cette guerre, si réellement on voulait mettre fin à cette guerre, ça aurait pris déjà fin mhm, depuis très longtemps. Souvenez-vous de l'entrée l'AFDEL, souvenez-vous de CNDP, souvenez-vous des RCD. oui. Donc, c'est la continuité de cette guerre. Parce qu'il y a aussi comment dirais-je, l'Occident qui a toujours envié la RDC, elle passe toujours par les Rwandais. Moi, je dis toujours que les Rwandais, c'est un vassal qui ne répond qu'aux Mais c'est exigences pas notre problème, des c'est seigneurs. pas un problème Voilà. de notre diplomatie. Non, non, Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous-même, vous savez, c'est vrai, vous pouvez dire les Rwandais, ce sont les Occidentaux qui passent par les Rwandais, afin d'avoir tout ce qu'ils veulent en République démocratique du Congo. Mais pourquoi ne pas aussi rassurer ces Occidentaux pour qu'ils passent par la grande porte, venir directement en République démocratique du Congo? Qu'est-ce que les Rwandais leur donnent de plus mieux que la RDC ne peut pas leur donner? mais le chef de l'État, à un moment donné, a été très clair sur cette question-là. Oui. Si les Occidentaux ou les autres puissances du monde veulent prendre tout ce qu'ils veulent ici, chez nous, mais ils doivent passer par la grande porte. Et là, ils doivent quand même être clairs en signant des contrats, n'est-ce pas, Oui. des gagnants-gagnants, et non ce qui s'est passé avant, parce que nous connaissons comment est-ce que de ressources minières
que que nous restions toujours pauvres à tout moment. Voilà, c'est ça donc le vrai problème. Mais le président de la République, de la manière où il a géré cette guerre, il est en train de la gérer intelligemment et malignement. Parce il refuse de discuter avec les M23. Lui, la cible, c'est les Rwandais, avec tous ces préalables déjà présentés. C'est ça la malignité dans sa gestion, justement, pour vous, Bon, avec cette guerre. je sais que partout au monde, la guerre, la guerre ne finit pas toujours par la force des armes. Elle peut aussi elle peut finir par le dialogue. Les gens peuvent s'asseoir autour d'une même table, parler. Et le chef de l'État l'a déjà dit plusieurs fois qu'il ne parlera pas avec le M23 parce que c'est le M23, c'est une coquille vide que le Rwanda utilise. Au lieu de parler avec les M23, il faut plutôt parler avec leur chef direct et lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il veut au juste? Et le président de la République avait déjà mis des préalables. Il n'a jamais refusé qu'il doit parler. Mais parler avec le M23, ça sera une entorse. Ce préalable, c'est de voir les troupes rwandaises quitter bien sûr l'est du pays. Il faut que d'abord les troupes puissent quitter le sol congolais. Après ça, comme ça, il va voir comment il va s'asseoir. Mais le Rwanda ne cesse de renforcer toujours ses troupes. À tout instant, il déploie toujours ses militaires. C'est comme si tout ce que les chefs de l'État posent comme préalable, pour le Rwanda, ça ne dit absolument rien. Mais écoutez, moi, bon, les Congolais aussi, nous parlons beaucoup, même les mensonges, surtout sur les réseaux sociaux. Lorsque les gens disent que voilà, les Rwandais sont en train de déployer des troupes à tout moment. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est une vérité ou c'est une fausse information? Je vais vous renvoyer même au rapport des experts des Nations Unies. Tout simplement, ce sont les histoires que les gens sont en train de monter même sur la toile experts des Nations Unies pour essayer de décourager nos forces armées et même le gouvernement et même tous les peuples congolais. Il y a un rapport des experts des Nations Unies où on parle d'aujourd'hui, c'est environ 4000 militaires rwandais déjà déployés. Ils sont nombreux même plus que les éléments M23. Bon, moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que moi-même, je n'ai pas vu ces 4000 militaires rwandais qui sont entrés sur notre sol. Des fois, nous devons, n'est-ce pas, surpasser et ne pas suivre tout ce que les gens disent parce que ça risque même de décourager nos éléments sur les Alors, selon vous, tous ces effectifs qui leur facilitent la tâche, en fait, progresser, mais aujourd'hui, c'est dans le territoire des Lubero. Pensez-vous que c'est avec les militaires qu'ils avaient, tout en sachant, tout en précisant qu'il y a des pertes enregistrées par l'ennemi avec les frappes, disons, en termes de résistance des FARDC et des Wazalendo. Alors, pensez-vous que c'est avec les mêmes troupes qu'ils sont arrivés jusqu'à Lubero? Non, mais je vous ai dit au début que ce n'est pas les M23. Oui. C'est les Rwandais. Nous savons très bien que c'est l'armée rwandaise qui nous fait la guerre. C'est les Rwandais qui nous agressent. Et ici, les gens ont oublié, avant on parlait de l'armée rwandaise, mais jusqu'aujourd'hui, les gens reviennent sur les mots M23. Alors quand on parle de M23, vous cachez déjà l'armée rwandaise, vous cachez l'agression. Et lorsque vous parlez de M23, c'est une manière de parler d'une rébellion. Alors ce n'est pas une rébellion comme telle, c'est une agression. Vous minimisez aussi la présence des troupes rwandaises, parce qu'avec tous ces chiffres aujourd'hui évoqués, bien que vous n'avez jamais vu toutes ces troupes, mais le fait de dire aujourd'hui, Augustin Kapila, qu'il ne déploie plus, vous n'avez pas des précisions par rapport au déploiement des troupes rwandaises sur le sol congolais, ne pensez-vous pas que là, vous êtes en train de minimiser l'implication du Rwanda dans tout ce qui se passe aujourd'hui? Non, je ne minimise pas. Je sais que nous sommes agressés par les Rwandais. Oui. Et à tout moment, lorsque l'armée rwandaise veut prendre les décis, elle peut déployer ces éléments. Mais je ne confirme pas cela ici parce que ça serait plutôt une manière de démoraliser nos troupes, démoraliser nos voyants les FARDC, les Wazalendo sur les lignes de front et mettre aussi en mal la population du Congo. Parce que nous savons tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, dans les rues, tout ça, voilà. Il y a des camions qui viennent à tout moment avec des militaires rwandais. On parle même des militaires ougandais, tout ça. Mais je sais que c'est une guerre. Mais il y a même des images qu'on a présentées au Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien sûr. Donc ça veut dire que c'est vrai, ils peuvent déployer leurs éléments. Mais qu'est-ce qui vous dit que la RDC ne le fait pas aussi?
nous sommes aussi en pleine guerre. Et pour nous, c'est normal. Nos services Oui. sont en train de travailler. Et les FARDC, lorsqu'ils se déploient aussi, on ne va pas informer à Jenny pour dire Jenny, voilà, nous sommes en train de déployer nos forces armées sur l'île de front. Donc, le gouvernement est en train de le faire aussi. Voilà. Mais ce sont aussi ces populations qui confirment, Augustin Kapila, la traversée des troupes rwandaises. Alors, dans tout ça, comme je l'ai dit, revenons aussi toujours à cette question. En parlant de Félix Tshisekedi, parce que ça faisait partie, comme vous le savez, de son cheval de bataille durant toute la campagne. Et je crois qu'il y a même une frange de la population qui a cru en lui à travers tous ces dires. Hein. Voilà par rapport à cette situation sécuritaire, Augustin Kapila aujourd'hui, avec les sillages politiques en République démocratique du Congo. Est-ce que cette guerre est prise au sérieux aussi? Ou soit la classe politique en RDC est occupée ou disons, est préoccupée par autre chose que cette guerre? Bon, vous savez, il est quand même difficile de pouvoir examiner cette question en profondeur. Parce que Kinshasa, bon, je parle des Kinois en général, Oui. qui peut-être ils sont à 2000 km du Nord Kivu et qui ne comprennent pas réellement ce qui se passe ici au juste. Donc, nous qui sommes ici à Goma, au Nord Kivu, c'est nous qui vivons la réalité des choses. Et par là, maintenant, de la politique en général. Aujourd'hui, notre classe politique, je ne suis pas ici en train de dédouaner quelques acteurs politiques, mais je sais que beaucoup de politiciens sont distraits par rapport à cette guerre dont nous sommes victimes. C'est tous ceux qui vivent à Kinshasa. Parce que nous avons tous les services de sécurité, nous avons le ministère de la Défense, nous avons les ministères de l'Intérieur, nous avons presque tous les appareils qui peuvent suivre de près tout ce qui se passe ici. Par exemple, lorsque vous dites que les Rwandais sont en train de déployer ses troupes à chaque fois, je sais que le gouvernement est aussi au courant. C'est-à-dire que le ministre de la Défense est au courant. Et donc, le gouvernement en général est au courant que, voilà, à l'Est, les troupes rwandaises sont en train de se déployer, traverser et entrer sur le sol congolais. Ils sont au courant. Alors, je ne sais pas à un moment donné qu'est-ce qui arrive dans les têtes de nos ministres, de nos politiques. Parce que cette question ici, c'est une question très, très sensible, mais nous avons l'impression que beaucoup d'entre eux, beaucoup de ministres qui sont dans le gouvernement, ils prennent ça à la légère. Ils pensent que voilà, la guerre est très loin de la capitale et que ça ne peut pas arriver à Kinshasa. Mais ils oublient comment l'AFDL a commencé. Oui. Et c'était comme ça. Donc ce n'est pas de la blague. Moi, je crois que s'ils ne prennent pas les choses au sérieux, ça risque de tourner mal. Mais ce n'est pas notre souhait. Ce n'est pas notre souhait, mais nous espérons que cette fois-ci, les chefs de l'État avaient réuni les hauts commandements militaires. Il leur a donné des injonctions, de l'ordre, comment ils peuvent travailler. Espérons que ça va aller maintenant, parce que le peuple du Kivu a beaucoup souffert et nous ne pouvons plus accepter. Mais à tout instant, ça ne marchait pas. Si on peut revenir aux années précédentes, depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, à maintes reprises, c'est pas la première fois qu'il réunit les hauts commandements militaires, c'est pas la première fois, mais à tout instant, c'est vrai, après la réunion, on s'attend bien sûr à des grandes choses, à des grandes décisions, pardon, mais tout juste après, vous-même vous connaissez la suite. Alors, je crois que ce n'est pas la première fois, mais je crois que moi, en tant que Congolais, je reste optimiste par rapport à cette situation. Et je ne me décourage pas. Et je ne demande pas aussi aux Congolais de se décourager. Parce que c'est la guerre. C'est la guerre, on peut prendre une bataille, mais ce n'est pas à dire que nous avons déjà perdu la guerre. Vous venez de dire une chose très importante. Pour vous, c'est comme si, vous n'avez pas généralisé bien sûr, certains ministres sont dans autre chose, ne se préoccupent pas trop de cette situation sécuritaire, peut-être parce qu'ils sont à plus de 2000 km de là où ça chauffe. Alors, avec ça, à qui la responsabilité? Parce que le chef de l'État leur a donné aussi ses privilèges d'occuper tous ces ministères. Je ne sais pas lesquels parmi tout ce que vous venez d'évoquer, mais ils sont quand même là des ministres. Alors, à qui la responsabilité? Au chef de l'État, lui, qui les a donné sa confiance, ou c'est eux qui ont trahi la confiance, qui trahissent la confiance du chef de l'État? Parce qu'ils sont toujours là,
Je ne sais pas si vous faites allusion à ceux-là qui étaient dans le gouvernement sortant ou soit l'actuel gouvernement Judith Suminwa. Bon, je parle presque de tout le monde, hein, Voilà. de tous les ministres, même les sortants, et même Même ceux les qui sont ministres actuels. actuellement Oui. dans le gouvernement. Je crois que le chef de l'État, c'est vrai, c'est un commandant suprême Oui. des forces armées. C'est lui qui a les bâtons de commandement et c'est lui qui doit donner des ordres, n'est-ce pas? Et je crois que le chef de l'État leur a donné toute la responsabilité. Lorsqu'on est un ministre de la Défense, il doit savoir ce qu'il doit faire réellement. Parce que être ministre, ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un droit aussi. Mais c'est une responsabilité. Nous avons l'impression que beaucoup de ministres ne comprennent pas ça. Et c'est pourquoi je parle de la trahison. Donc, beaucoup de ministres trahissent leur chef, qui est le président de la République, par rapport aux missions qu'il leur a données. Alors, je crois que même en termes des changements des ministres de la Défense, moi, je n'ai jamais été d'accord lorsqu'on change à chaque fois un ministre de la Défense. OK? Alors, la défense, nous sommes en pleine guerre. Oui. Le ministre qui est là, quand même, il a déjà maîtrisé certains louages dans ce ministère. Il a des contacts, il connaît, il maîtrise quelques louages par rapport aux tactiques militaires avec les chefs d'état-major général dans son secteur, avec tous les généraux qui ont la charge des opérations militaires. Mais lorsque vous changez à chaque fois, vous amenez un autre ministre de la Défense, celui-là, pour qu'il s'adapte, ça ne sera pas aussi Donc si pour facile vous, comme ça aurait été mieux de laisser quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba à la défense. Ça aurait été mieux de laisser Bemba là-bas. Même si certains peuvent dire que non, il avait échoué. Non. Mais moi, je me dis, on pouvait les laisser, il pouvait continuer. Parce qu'il connaissait déjà les louages dans son secteur. On dit toujours, on ne change pas l'équipe qui gagne. Alors, concernant Jean-Pierre Bemba, pour vous, est-ce qu'il a été à la hauteur pour que le chef de l'État les laisse à ses ministères? Bon, ça dépend du président de la République, de la manière... Mais si ça dépendait de vous... De la façon où il a... Mettez-vous dans la peau du chef de l'État. Qu'allez-vous faire justement avec Jean-Pierre Bemba? Mais si j'étais à la place du président de la République, maintenant là, oui, je laisserais Bemba à la défense. Il a satisfait? Je laisserais, satisfaire ou pas, mais il était déjà dans de bonnes directions. Parce qu'il maîtrisait déjà les louages dans son secteur. Parce que ce n'est pas aussi un ministère de la blague, c'est un ministère clé de la République, la défense. Mais à chaque fois qu'il y a un remaniement, on amène un autre ministre à la défense. Celui-là, maintenant, avant qu'il s'adapte, avant qu'il comprenne tout ce qui se passe dans ce secteur, ça va lui prendre encore un peu de temps pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe réellement dans ce secteur. Peut-on considérer ça comme étant aussi tout cet tâtonnement aujourd'hui? Bon, ce ne sont pas des tâtonnements. Vous savez, lorsqu'il y a un remaniement, lorsqu'on change le gouvernement, on doit toujours amener d'autres nouvelles figures dans le gouvernement. C'est pas un tâtonnement. Mais à tout instant, surtout avec vous, l'IDPS, je crois qu'on peut aussi en parler. Je crois qu'on a l'impression de voir que c'est l'IDPS qui déçoit beaucoup plus les chefs de l'État. Parce qu'à chaque remaniement, ce sont les ministres de l'IDPS qui tombent toujours. Ah bon, je suis de l'IDPS, bien sûr. C'est vrai que tous les ministres IDPS n'ont pas trahi les chefs de l'État. Il y a les uns qui ont bien travaillé. Comme qui? Et les autres n'ont pas bien presté. On peut les citer pour plus de précision. Comme qui, selon vous? Non. Ça dépend de vous, Augustin Capil. C'est pas l'idée. Vous ne le dites pas pour citer les noms. Vous ne le dites pas au nom de l'IDPS, mais ça n'engage que vous. En tant que citoyen congolais, loin de vous cette casquette IDPS, quels sont les ministres IDPS qui ont bien géré leur ministère, tenant compte aussi des attentes du peuple et du chef de l'État? Ah, là, c'est une question difficile que vous me posez. Là, vous voulez me créer des problèmes avec nos hauts cadres du parti. Mais je sais qu'il y a des ministres qui ont failli, et qui ont déçu le président de la République. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un remaniement, ce sont eux qu'on met dehors avant qu'on puisse regarder les autres partis politiques. C'est d'abord l'IDPS. Ceux qui ont bien travaillé, ils reviennent. Ceux qui n'ont pas bien presté, on les met dehors. OK?
Mais je ne sais pas si pour citer les noms des ministres. Mais je pense que c'est quand même un seul ministre qui a failli et qui a déçu non seulement le président de la République, mais même tous les peuples congolais, qui a montré ses limites lorsqu'il a géré le ministère de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur. C'est quand même aberrant de voir un juriste de formation qui parle bien français, qui discute très bien, un intellectuel de surcroît, mais lorsqu'on lui donne le ministère de l'Intérieur, il a failli, il a déçu les chefs de l'État et même tous les peuples congolais, et même l'UDPS. Parce que c'est vrai, je ne suis pas ici pour acclamer, applaudir tout ce que nos ministres. C'est ce que j'attends de vous, en fait. Mais c'est vraiment aberrant de voir le ministre Peter Kazadi, qu'on connaissait très bien, mais c'était de la foutaise lorsqu'il a été à la tête du ministère de l'Intérieur. Et voilà pourquoi on l'a mis dans. C'est le seul qui vous a déçu. Bon, celui-là d'abord, il a déçu. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux, mais je ne sais pas si pour citer les noms de gens. Alors avec ça, on peut dire aujourd'hui que l'IDPS peut-être n'était pas aussi prête pour gérer les pays. Parce qu'à tout moment, ce sont vos ministres, surtout les cadres de l'IDPS, c'est là qui apparaissaient dans les médias, ils apparaissaient comme les donneurs des leçons, mais une fois à la gestion, on a vu en quoi ils sont limités. Ah non, non, je crois que les gens qui avancent ces motifs pour dire que voilà, ils n'ont pas été préparés pour gérer la République, c'est faux. Lorsque vous faites presque 37 ans dans l'opposition, ce n'est pas de la blague. Et lorsque on vous donne maintenant le pouvoir, c'est vrai, il faut d'abord s'adapter, parce que c'est vrai que beaucoup de nos ministres n'ont jamais géré. C'est la première fois qu'on lui donne tout un ministère, un grand ministère. Et il va faire quoi? Il va d'abord s'adapter pour avoir la maîtrise. Autrement dit, vous voulez dire, pour avoir la maîtrise les cadres de l'IDPS viennent apprendre la gestion en étant au pouvoir. Ce ne sont pas seulement les cadres de l'IDPS. Non, c'est avec l'IDPS d'abord. Non, non. Vous êtes le parti présidentiel. Bien sûr. En parlant de l'Union sacrée, les premiers partis qu'on doit avoir, c'est l'IDPS. Bien sûr. Mais la politique, c'est quand nous faisons la politique. Parce que, vous savez, dans nos partis politiques, c'est là où on nous forme d'abord. Oui. Oui. La formation politique dépend de chaque parti politique. Vous savez, nous, dans notre parti l'IDPS, nous avons des responsabilités d'abord dans le parti. C'est-à-dire, vous êtes secrétaire fédéral chargé des finances, chargé du budget, chargé de l'économie, chargé de donner des informations. Donc, on nous forme déjà comme ça. C'est-à-dire, on vous prépare déjà, lorsque vous serez dans les affaires, comment vous allez travailler. À tout moment, il y a des bruits. Ça se fait déjà. Même dans la gestion du parti, ce sont bien sûr les aspects beaucoup plus internes, mais nous connaissons tous qu'il y a beaucoup de réclamations, même lorsqu'on l'IDPS, en ce qui concerne même la gestion financière dans les partis, il y a beaucoup de réclamations, tantôt tel doit quitter pour laisser la place à tel, ça se passe à l'IDPS. Déjà avec tout, ça ne va pas déjà à l'interne, alors à la place publique pour gérer les pays, ça aura toujours des répercussions. Ah, non, non, je crois que à l'interne, oui, nous pouvons avoir nos petits problèmes, nos couacs à l'interne. Et vous amenez au sommet de l'État? Pas du tout. C'est pour dire, lorsqu'on vous donne une responsabilité au niveau d'abord du parti, parce que nous avons un secrétaire général chargé des finances. Oui. Même au niveau local, nous avons un secrétaire fédéral chargé des finances. Et celui-là, on le contrôle déjà avant qu'il ait une responsabilité dans les affaires. Déjà, au niveau des partis, on les contrôle. Comment vous gérez les finances? Quand vous ne gérez pas bien au niveau du parti d'abord, donc vous serez incapable de gérer dans les affaires publiques de l'État. Voilà, déjà au niveau du parti, on commence d'abord par vous sanctionner avant de vous donner une tâche dans le gouvernement. C'est pourquoi nous faisons cette histoire au niveau du parti. Ce n'est pas dire que nous créons des problèmes, nous avons des problèmes au niveau interne. Non, ça commence d'abord au niveau des partis politiques. Et tout ce qui se passe chez nous à l'IDPS, je crois que c'est ça aussi l'ambiance politique dans un parti. Ah bon? Oui, c'est comme ça. On peut parler du bien ou en mal de l'IDPS, quand même on parle de l'IDPS. Parce que beaucoup de partis politiques aujourd'hui... C'est toujours comme ça. Aujourd'hui, restent muets. Vos cadres cités dans tous les dossiers de détournement. Il ne manque pas de gens de l'IDPS.
Bon, quand même, cette fois-ci, on doit connaître celui-ci a détourné et on l'arrête. Oui. Chose qui ne se faisait pas avant. C'est ça, donc, la Alors, toutes les différence. promesses de Félix Tshisekedi, Augustin Kapila, parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que ce sont des promesses de trop, mais en termes de réalisation, rien n'est fait. C'est pas moi qui l'affirme, parce que vous êtes là justement pour clarifier. Mm. Avec Félix Tshisekedi, promesses de trop, comme je le disais. Alors, ne pensez-vous pas à un certain moment, les peuples, vous avez dupé les peuples, vous avez trompé les peuples en faisant confiance, un parti de l'opposition, un fils d'un opposant, mais aujourd'hui, l'avenir, disons, le lendemain semble aussi être sombre sous Félix Tshisekedi, Augustin Kapila. Nous n'avons pas trompé le peuple parce que les promesses en politique sont normales et c'est logique. Partout au monde, lorsque vous battez la campagne électorale, il y a toujours des promesses. Aucun candidat président public n'a jamais promis. Tout le monde promet. Alors, l'essentiel est de voir est-ce que toutes les promesses qu'on a données, est-ce qu'on a atteint au moins un petit pourcent des réalisations de ces promesses. C'est ça où on met la question. Alors, donc, vous voulez qu'on se contente d'un seul Alors, pourcent? non, je ne dis pas qu'on a réalisé 1% des promesses, mais il y a certaines promesses qui sont réalisées et il y a d'autres qui sont en cours et d'autres pas encore. OK? Mais dire qu'on a trompé le peuple, non, non, ça c'est aller un peu plus loin. Mais je crois que les promesses en politique, c'est tout à fait logique et c'est normal. Et parmi les promesses que si je peux citer deux, parmi les promesses du chef de l'État, lorsque aujourd'hui nous parlons la gratuité de l'enseignement des bases, c'est effectif et c'est clair. Il y a pas Avec de quelle doute qualité? Il n'y a pas question de qualité. Oui. D'abord, Donc, vous, la qualité ne vous intéresse pas, c'est non, non, justement la qualité la est là. quantité. La qualité est là. La Oui. qualité, elle est bonne. Je pense aujourd'hui, Des nous élèves? produisons des bons élèves. Ah bon? Oui, dans les établissements publics de l'État. Parce que la gratuité a favorisé, a donné quand même aux parents, n'est-ce pas, à la liberté. On les a favorisés parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui étudient gratuitement. Ils payent aucun rond. Ça c'est déjà quelque chose. Donc, je crois que on ne peut pas réaliser toutes les promesses Mais à la avec fois. Non. plus de 5 Donc, ans au pouvoir, mais plus de 5 ans au pouvoir, vous plus parlez de 5 seulement ans de au la pouvoir, gratuité. Cette gratuité aussi qui laisse à désirer aujourd'hui. non. C'est vrai, c'est votre opinion, mais quelqu'un d'autre peut vous dire que c'est une gratuité qui n'a aucune qualité, Il y a pas seulement, qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Quelqu'un d'autre peut le dire, mais ok, admettons qu'il y a cette il y gratuité, a pas ok. seulement la gratuité. Oui, quoi d'autre? Si nous allons dans la fonction publique avec le ministre Liaou, vous savez ce que Liaou est en train de faire dans la fonction publique. Aujourd'hui, avec les nouveaux, le ministre Liaou, il est en train de mécaniser beaucoup de numéros matriculés qui n'étaient pas mécanisés aujourd'hui. Donc, il y avait des milliers, donc beaucoup de numéros. Aujourd'hui, quand même, il fait un travail, il est en train, n'est-ce pas, d'extirper les doublons, tout ça beaucoup de numéros. Quelqu'un avait 5 ou 6 numéros, mais aujourd'hui, quand même, il met de l'ordre dans la fonction publique. C'est déjà quelque chose à louer. Alors, Augustin Capel, en diplomatie aujourd'hui, comme ça, on va revenir à cette question parce qu'avec cette guerre, la gestion de cette guerre sur les plans politiques, il y a toujours beaucoup de choses sur lesquelles on peut revenir. Comme je parlais de la diplomatie, avec tout ce qui se passe, on a l'ONU, on a l'Union européenne, en termes sous-régionaux, toutes ces organisations, la SADC, la CIRGL. Mais à tout instant, c'est la République démocratique du Congo qui tâtonne. Pourquoi? Parce qu'on n'en voit pas la République démocratique du Congo apporter, disons, amener tout le monde derrière elle pour qu'elle puisse en finir directement avec cette guerre d'agression. Est-ce que notre diplomatie est aussi au point? Oui, je peux dire que depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, notre diplomatie est au point. C'est-à-dire, depuis les 5 ans passés, aujourd'hui, il est presque dans son second et dernier mandat. En tout cas, il a joué à la bonne diplomatie. Du fait qu'aujourd'hui, cette guerre a pris une autre ampleur, parce qu'auparavant, les gens, c'était difficile de connaître l'agresseur, de pointer du doigt l'homme qui a agressé le Congo pendant autant d'années. C'était très difficile, mais quand même, nous pouvons dire aujourd'hui que la communauté internationale, à travers toutes les organisations, on commence à pointer du doigt et à condamner, même s'ils n'arrivent pas à donner des sanctions comme telles. Mais ils disent, voilà,
Voici l'homme qui agresse le Congo. Voici l'homme qui a Peut-être c'est agressé pour le nous Congo flouer. depuis des C'est années limite et juste des aux années. condamnations. Il n'y a pas de sanction. Pour nous flouer. Mais quand même, ils connaissent l'agresseur. Parce qu'avant, c'était difficile de connaître tel qu'il est l'agresseur. Aujourd'hui, donc c'est vous qui ne connaissez pas l'agresseur. C'est cette diplomatie-là qui a mis aujourd'hui Kagame, ils ont mis Kagame à nu aujourd'hui et le monde a vu. C'est grâce à Tshisekedi. Mais il continue avec son aventure en RDC. Mais il peut continuer avec son aventure et l'armée congolaise est là aussi. Et le Congo tient aussi à ça. Parce que je crois que même si il peut continuer avec ses aventures, cela ne va pas nous décourager, nous les Congolais, nos forces armées, à reculer ou à baisser les bras. Et nous sommes en train d'y aller avec eux comme ça. Et je crois que ce sont eux qui vont perdre cette guerre. Parce qu'aujourd'hui, l'armée rwandaise est déjà affaiblie, et même lui-même Kagame est déjà affaibli, du fait que lui, il est aujourd'hui connu officiellement et publiquement que c'est lui l'agresseur. Mais il veut nous amener à la table des négociations, et c'est comme si, en tout cas, c'est la vie même de toutes ces puissances aujourd'hui, cette communauté internationale qui privilégie beaucoup plus l'option diplomatique avec des discussions franches entre la RDC et le Rwanda. Kagame lui parle de M23. Alors, cette situation, ne pensez-vous pas qu'elle tourne beaucoup plus en faveur de Paul Kagame qu'à la République démocratique du Congo, jusqu'à ce qu'on a du mal à croire à cette diplomatie agissante que vous nous vantez tous les jours? Non, non, la diplomatie est là, du fait que lorsqu'ils se retrouvent autour de la table, on ne voit pas M23. C'est Kagame qui se pointe là. Oui. Alors, c'est-à-dire que c'est lui le chef du M23. Lorsqu'ils sont allés en Angola, ils se sont retrouvés autour d'une même table. Il n'y avait pas quelqu'un du M23 là-bas. C'était Paul Kagame qui était là-bas. Lorsqu'ils se sont retrouvés à Bujumbura, c'est Kagame qui était présent et non le M23. C'est-à-dire tout ce que Kagame peut faire, le monde entier connaît que c'est lui qui est le principal acteur dans cette histoire. Et sur le terrain, qu'est-ce que ça change? Sur le terrain, je crois que ça doit changer et ça va changer. Ah, vous nous renvoyez encore dans les fitiles. Ça va changer parce que... Dans les fitiles encore. Bon, pas dans les fitiles comme tel. Nous sommes en train... C'est toujours comme ça. Bien sûr. Nous sommes en train de constater ce qui se passe sur les lignes de front. Sur les lignes de front, je crois que les lignes de front bougent petit à petit et nous espérons et nous sommes optimistes que les choses vont changer. Les choses ne resteront pas les mêmes jusqu'à la fin du monde. Quand on voit tous ces discours qui ont été prononcés, même par le chef de l'État lui-même, oui. Augustin Kapila, on voit ce qui se passe sur le terrain, il y a une nette différence. Bon, qu'il y ait une nette différence, mais qu'est-ce que vous voulez que les chefs de l'État disent? Qu'ils disent que voilà, nous avons déjà perdu la guerre et que les gens croisent les bras? Non, n'est-ce pas? Il ne peut que tenir un discours d'encouragement, un discours de donner le moral à nos forces armées pour continuer. Ok. Mais même des propos aussi menaçants à l'égard de Kagame. Bien sûr, c'est ça. Donc la guerre n'est pas seulement, ne se fait pas seulement avec les armes, mais elle est aussi médiatique, elle est aussi menaçante. Donc, il faut appliquer dans les médias, toutes les méthodes possibles. Nous avons une énergie pour frapper Kagame, mais sur le terrain, ça balbutie. Non, sur le terrain aussi, ça va. Ce n'est pas à dire que parce que nous avons... Et quand vous dites ça va, est-ce que ces déplacés aujourd'hui seront d'accord avec vous? C'est l'action dans les camps de déplacés. Ce n'est pas à dire que parce que... Et qui continue même de se déplacer jusqu'à maintenant. Ce n'est pas à dire parce que nous avons perdu Kanyabayonga et que la guerre est finie et nous avons perdu la guerre. Non, pas du tout. 4 territoires aujourd'hui. Pas du tout. 4 territoires. 4 territoires, oui. Oui, ça fait mal. Oui. C'est regrettable qu'on puisse perdre 4 territoires dans une province. Mais je crois que nous sommes aujourd'hui avec les forces armées qui tiennent et qui continuent à tenir. Parce que ce qui est là aussi, ce que nous fustigeons aussi au sein de l'armée congolaise, c'est ça là où il y a aussi les problèmes. Et les chefs de l'État doivent taper aussi la main sur la table par rapport à nos officiers militaires qui ont la charge des opérations militaires ici. Oui. Parce que nous connaissons, nous sommes à Goma, nous connaissons beaucoup de colonels, beaucoup de généraux qui roulent carrosse ici avec des jeeps qui coûtent $100 000, $50 000. Mais on se pose la question d'où vient tout cet argent. C'est ça la question que nous nous posons. Est-ce que ce n'est pas l'argent qu'on leur envoie pour renforcer nos forces armées, les Ouazalendo, tout ça,
Et je crois que c'est aberrant, c'est très aberrant de voir ça. Donc, un officier militaire qui vient fraîche de Lubumbashi, qui n'a même pas fait 2 semaines, déjà il a une Jeep de 50 000 dollars. Alors, ça ne va pas. C'est là que le chef de l'État doit taper la main sur la table et en convoquant même le ministre de la Défense pour essayer de mettre de l'ordre dans les commandements militaires. C'est tout ce qui gère les opérations militaires ici chez nous. Alors, avec tout ça, Augustin Kapila, vous vous rendez compte que le peuple n'est pas satisfait avec votre gestion, jusque-là. Il n'y a pas satisfaction. Avec notre gestion, je ne parle pas de la satisfaction à 100%, oui. à 100%, mais je peux dire que le peuple congolais est satisfait quand même, pas à 100%. Parce qu'il y a certaines histoires qui sont déjà réalisées, il y a d'autres qui ne sont pas encore réalisées, il y a d'autres qui sont en cours de réalisation. Donc, nous ne pouvons pas dire que en termes de pourcentage, vous estimez votre réussite à combien de pourcents? Juste des estimations. Des estimations par rapport aux 5 ans d'abord passés et actuellement. Bon, je peux donner 85% de réalisation, oui. Parce que 85%? 85%. Dans quel secteur? Quels sont ces secteurs-là? Je ne peux pas dire que tout est fini, oui. Tout a été mauvais, non. L'économie, où est-ce que nous en sommes? La défense. L'économie, la défense, l'éducation, il faut parler de tout aussi. Oui, hein? Oui. L'éducation, oui. La défense, la gratuité de la maternité, c'est quand même aussi palpable. Donc, il y a des secteurs quand même qui ont réussi. Nous avons les programmes des 147 territoires. Ça existe toujours? Ça existe toujours, qui est toujours en cours. Il y a des réalisations. Si vous allez dans des forêts là-bas, vous allez trouver qu'on a réalisé, on a construit des hôpitaux, des centres de santé, des écoles. Voilà, donc je crois que tout n'a pas été mauvais, mais les chefs de l'État a quand même réalisé. Vous exagérez un peu des promesses à 80%. Je n'ai pas exagéré. Je crois que je suis vraiment... Parce que vous êtes de l'IDPS, vous vous sentez tout simplement à l'aise de les dire. 85%? Non, ce n'est pas question d'être de l'IDPS. Je suis d'abord le peuple congolais. Oui. Et j'ai vu au Nord Kivu. Et nous comprenons bien ce qui se passe. Et lorsqu'on parle de comparaison, vous allez dire, voilà, je suis en train de comparer. Comparons seulement les 5 ans passés d'abord. Avec ceux qui ont fait 21 ans au pouvoir. Il y a une grande différence dans tous les secteurs possibles. Et le contexte n'est pas le même? Bon, les contextes peuvent ne pas être les mêmes, mais si vous essayez un peu de voir les choses, ceux qui ont fait 18 ans, 21 ans au pouvoir, avec celui qui a fait 5 ans, 7 ans, il y a une très grande différence. Un pays divisé. Voilà la grande différence. Quel pays divisé? Donc, ceux-là qui ont fait 18 ans, ils ont hérité d'abord un pays divisé, vous le savez très bien. Il fallait passer par la réunification du pays. Non, d'abord, faut pas. Ce sont tout ce que nous connaissons aujourd'hui, ce sont eux qui nous ont amené ces histoires. Quelle histoire? Les guerres, toutes les guerres que nous connaissons ici, oui. C'est la AFDEL. La résurgence du M23, c'est avec quand on va à l'AFDEL, on va Laurent Désiré Kabila, on va Joseph Kabila, on va tous ces mondes-là qui nous ont amené ces histoires. Après, l'AFDEL, c'était les CNDP, RCD, tout ça, voilà. Ce sont des gens qui nous ont amené mais les M23 a ressurgi sous l'IDPS. Pendant que l'IDPS était au pouvoir. Non, mais écoutez, j'ai toujours du mal à comprendre les gens quand ils disent que voilà, l'M23 a été défendu en 2012. Non. L'M23 n'a jamais été défait en 2012. Comment ça? Militairement, l'M23 a été défait. Ce n'était que des mascarades. On a trompé le peuple congolais. Mais si l'M23 a été défait, pourquoi? D'où vient-il aujourd'hui? Il vient d'où? C'est-à-dire que ces accords... C'est-à-dire, tout simplement, les accords qu'ils avaient signés en 2009 avec les CNDP, ce sont les accords qui nous rattrapent aujourd'hui. Rappelez-vous. Et lorsqu'on fait semblant, écoutez, on fait semblant de prendre quelques éléments, on les garde en Ouganda, donc quelques éléments encore, on les garde au Rwanda. Après un moment, on les ramène, on les envoie. Vous dites que vous allez dire que les 23 a été défait. Les 23 n'a jamais été défait. Et vous aurez, votre régime, les a amenés à Kinshasa. Bon, moi je ne connais pas ces histoires-là, que l'M23 était à Kinshasa, je ne pense pas. Mais, bon, être à Kinshasa, ça fait quoi? Est-ce qu'ils ont vu qui à Kinshasa? Et quels sont les accords qu'ils ont signés? Comment sont-ils arrivés encore une fois à pénétrer les frontières congolaises pour entrer et mener tout ce qu'ils mènent aujourd'hui, tout ce qu'ils font aujourd'hui comme guerre d'agression? Au moment où nous avons des services mais c'est pourquoi je vous qui dis... sont aujourd'hui dirigés aussi. Bon, quand je parle des services là, on a les services de la DGM. Là, c'est le ministère de l'Intérieur, géré par l'IDPS. Et d'autres services.
Même la défense était aussi gérée par l'IDPS. Bien sûr. Oui. Non, mais voilà, c'est pourquoi je vous dis ceci. Il y a une complicité dans cette région des Grands Lacs. Parce que lorsque vous dites que l'M23 a été défait, l'M23 n'a jamais été défait en 2012. Quand c'est votre responsabilité, la faute, c'est les autres. C'était une mascarade, tout simplement. Oui. On les a gardés. On les a désarmés pour les garder quelque Qui part. les a gardés? Nous connaissons, non, les Rwandais et l'Ouganda. Voilà. Ils les ont gardés. Oui. Mais à un moment donné, lorsque les choses ont bâclé entre le président congolais et le président rwandais, voilà qu'aujourd'hui, l'M23 renaît. C'est-à-dire Kagame, il les a pris, il les a ramenés au Congo. Et ce n'est pas aussi par votre naïveté. En vous approchant trop de Kagame, le considérant comme un partenaire, un frère, ce n'était pas une naïveté. Même l'Ouganda, tous ces pays. Ce n'était pas une naïveté comme tel. Avec l'intégration dans l'EAC. Vous savez, nous sommes dans une région des Grands Lacs. Aucun président dans cette région ne peut vivre seul. Aucun pays ne peut vivre seul. C'était pour le chef de l'État de réunir et d'être en bon terme avec ses voisins. C'était ça l'idée primordiale du président de la République. Mais lorsqu'il a découvert qu'en tout cas, ce sont des marionnettes, ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes, ce sont des gens qui sont manipulés, qui ne veulent que la guerre dans cette région. Et pourtant, on vous avait prévenu. Voilà pourquoi il s'est retiré de lui-même. On vous avait prévenu. Avec cette voie-là, on vous avait prévenu. Non, il fallait y aller pour comprendre, pour connaître suffisamment. Voilà les conséquences aujourd'hui. Voilà les conséquences. Il n'y a pas les conséquences comme telles, mais c'était d'abord de connaître qui sont ces gens, et il les a connus. Après les avoir connus, il s'est retiré. Alors, Augustin Kapila, nous sommes à la fin de cette émission, justement. Je vous dis merci. Un dernier mot pour terminer. Je rappelle que vous avez votre première participation dans cette émission sur Sergueï l'Afrique Télévision. Merci beaucoup d'abord de m'avoir donné cette opportunité. Les derniers mots que je vais lancer d'abord à nos forces armées, c'est de ne pas se décourager, d'être toujours en forme, en ligne de front, parce que c'est notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays, qui est la RDC, et que nous devons défendre à chaque fois que nous sommes agressés ou nous sommes tentés d'être agressés. Et donc, que la population soit calme et apaisée par rapport à tout ce qui se passe. On peut perdre une bataille, mais pas la guerre. Voilà, mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette production, n'hésitez pas à commenter, donner vos avis aussi par rapport à tout ce que nous venons justement d'aborder. Sergueï l'Afrique Télévision, partagez, aimez. N'hésitez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, on va se retrouver prochainement. Aujourd'hui, nous avons réussi Augustin Kapila sur ces plateaux. Je rappelle qu'il est cadre de l'IDPS ici en province du Nord Kivu. On se retrouve prochainement avec le même réel plaisir.